Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, à ceux et celles qui nous rejoignent pour cette dernière conférence de la journée, mais c'est pas fini. On enchaînera sur 2 journées, donc demain et après-demain, et on va parler donc, dans un instant de B2B et de SEO. Mais juste avant de commencer, le temps que vous arrivez tous, alors je vous invite à cliquer sur l'onglet «Discuter», à bien me dire si vous m'entendez, vous me voyez bien, et donc de spécifier que vous voulez, parler à tout le monde, comme ça tout le monde verra vos commentaires. Et si vous voulez que Alban réponde à vos questions, pendant cette conférence, vous avez l'onglet «Questions et réponses», donc préférez cet onglet-là, c'est le seul qu'il a ouvert sur votre écran, vous êtes sur son écran. Vous êtes prévenus, vous pouvez commenter, vous pouvez voter les différentes questions, et je n'ai plus qu'à souhaiter à Alban une bonne conférence. Et merci Benoît, et bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui étaient déjà là sur celle d'avant, désolé, c'est encore moi pendant 45 minutes. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces Marketing Digital Days, 3 jours avec plein de conférences et plein d'experts. Donc on espère que ça répondra un peu, on espère pardon, que ça répondra un petit peu à vos différentes questions sur les stratégies qui vous concernent. Donc pour ma part, je suis Alban Renard, le responsable du pôle d'expertise SEO, SEA, Content Analytics. Ma spécialité depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, c'est le SEO, qui est finalement un peu notre cœur de métier historique chez Cybercité. Donc pour faire très rapidement la présentation que vous avez déjà dû avoir pour ceux qui ont suivi des conférences aujourd'hui, c'est plus de 130 experts à votre dispo sur toute la France, un peu plus de 20 ans d'expérience. Et donc, comme je le disais, SEO historiquement, mais également les stratégies SIA et médias dont je viens de parler avec Arnaud, du content marketing sur la partie stratégie de contenu, efficacité pour le marketing digital, et puis évidemment la partie brique d'analyse sur la conversion et les différents parcours clients. On accompagne des belles PME au grand compte, tout un ensemble de belles références dans le e-tourisme, le retail, le e-commerce, la noto, etc. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est vraiment les spécificités des stratégies B2B pour le SEO. Alors, déjà, première chose, il faut bien comprendre que le SEO, par essence, c'est un levier à audience large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible de restreindre à coup sûr la visibilité organique d'un site à une audience prédéterminée en appuyant sur quelques boutons que ce soit et en produisant une configuration. Pour ça, on va plus faire des stratégies de liens sponsorisés, en bref, tout ce qui concerne le SIA ou les campagnes shopping ou ce genre de choses. Donc le SEO, il va se bâtir avant tout sur une approche sémantique qui va être évidemment la plus ciblée possible. Et l'enjeu, c'est d'arriver pour les acteurs du B2B à rester dans un bon ratio entre le développement du trafic et le maintien dans un ciblage qui reste pertinent sur l'audience que vous souhaitez toucher. Donc la problématique de départ, c'est vraiment d'arriver à trouver les expressions clés, les requêtes, comme on dit, les mots-clés, qui vont générer des volumes d'audience suffisants pour apporter du volume, et qui, pour autant, vont éviter de récupérer un trafic inutile ou non qualifié ou inexploitable en termes de conversion, donc de lead ou de vente. Donc, la première étape pour ça, pour nous, ça va être d'exploiter la data du SEO et essayer finalement de cartographier et d'analyser son audience. Donc, l'objectif, c'est de prendre les bonnes décisions stratégiques dès le départ et du coup, ça veut dire déjà connaître les données qui sont à votre disposition. Alors, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vous décortiquer un petit peu l'envers du décor des outils SEO au sens large. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais tous fonctionnent un petit peu de la même manière. Donc, je voudrais essayer de vous vulgariser tout ça et que vous compreniez les différents indicateurs qu'on a à notre disposition quand on fait du SEO. Donc, il faut bien comprendre que notre objectif conjoint entre vous et nous en tant qu'experts SEO, ça va être de comprendre ce qui va permettre à Google finalement de devenir le lien entre votre site web et votre client potentiel, votre prospect. Comment on comprend ce qui amène votre prospect à passer par un moteur de recherche pour remplir un besoin et du coup faire appel à un interlocuteur professionnel tiers, donc un fournisseur ou un prestataire. Dans un second temps, bien sûr, on va parler de trafic qualifié, de qualité du trafic, c'est-à-dire comment on fait parvenir un flux qui corresponde à l'objectif final, qui va être soit plus de consommation de contenu, soit plus de contacts, soit plus de business sous forme de lead ou de vente quand on est sur du B2B e-commerce. On est vraiment sur un objectif autant que possible d'être sur de l'incrémental, comment on génère une croissance supplémentaire quand c'est possible, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'on va déjà devoir connaître la première répartition, celle de votre audience de marque et celle de votre audience hors marque.
Et pour ça, il y a un premier frein qui va se profiler, c'est le Not Provided. C'est-à-dire que dans Google Analytics ou des outils similaires, vous allez avoir Google qui va vous masquer le mot-clé. Donc, du coup, vous n'allez plus être en mesure de savoir quelle est la porte d'entrée sur Google pour la plupart des démarches qui ont une finalité transactionnelle. Donc, nous, en tant que SEO, notre objectif, c'est de reconstruire cette information le plus simplement et le plus rapidement possible. Alors, je vais vous présenter une méthode qui est la méthode que la plupart des outils utilisent aujourd'hui, qui n'est pas forcément nommée de cette manière-là ou qui n'est pas forcément expliquée de la même manière. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne derrière. Donc, généralement, on va utiliser, pour trouver ce fameux mot-clé, des outils qui vont être principalement la Search Console et les éléments qui viennent de chez Google, comme Google Ads, et puis des outils type SEMrush ou Data Garden pour ce qu'on utilise nous chez nous, pour recréer artificiellement cette donnée-là. On va prendre un exemple concret. Donc en général, quand on vous parle de répartition d'audience par mot-clé pour le SEO, on est déjà sur un calcul. C'est-à-dire que le premier élément de base que vous allez utiliser, c'est ce qu'on appelle le search volume. Le search volume, c'est le volume de recherche mensuel qui est estimé par Google. Ads, Google Ads. Donc du coup, vous savez que c'est déjà imparfait, puisque ça provient d'un outil publicitaire, mais c'est le seul élément que tous les outils du SEO utilisent et peuvent exploiter de manière chiffrée. Donc, évidemment, ça permet d'avoir des volumes, d'avoir des tendances, mais ce n'est pas de l'exactitude. Après, vous avez d'autres outils qui fonctionnent différemment, des outils comme SimilarWeb ou autres, qui, eux, fonctionnent sur des panels. On est sur un pourcentage de l'audience mondiale qui va être de moins d'1%. Donc, ça reste dépendant de l'installation de tel ou tel plugin sur des navigateurs. Donc, on est de toute manière sur de la donnée macro de tendance qui n'est pas exacte. Ça, c'est sûr. Donc, derrière, dans ce search volume, on va pouvoir aller isoler, finalement, un nombre de clics qui va être récupéré dans la Google Search Console. Vous allez avoir dans votre Google Search Console, si vous l'avez bien configuré, une notion de mots-clés et un volume de clics que Google vous remonte pour votre site web. Et en face de ce volume de clics, vous allez avoir un taux de clic, le CTR, qui est de 5% pour ce mot-clé-là, et puis une position moyenne que vous pouvez arrondir à 3, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon site, il est 3e sur le mot-clé Boots Femmes, et qu'il y a 5% de mon search volume de 40 500 qui cliquent potentiellement sur ce site. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on simule tout ça et qu'on recrée un calcul de search volume multiplié par le taux de clic de la position 3, alors on a un trafic estimé. Encore une fois, tout ou la plupart des outils fonctionnent de cette manière-là ou avec des fonctionnements assez similaires, assez proches, en tout cas avec ces indicateurs-là qui sont les indicateurs du marché. Donc, déjà, il faut bien comprendre qu'il y a un premier biais, c'est que moi, je vous parle de trafic. Or, ce que Google nous donne dans la Search Console, ce sont des clics. Donc déjà, entre le clic sur Google que Google est capable de mesurer et la visite réelle, potentiellement, il y a un delta. C'est pour ça que vous n'allez pas retrouver les mêmes chiffres dans votre analytics, puisque parfois, le tag n'a pas eu le temps de se déclencher. Donc ça, c'est important d'avoir ce type de biais aussi en tête. Par contre, ça nous donne quand même des tendances. Ça veut dire que même si on ne peut pas avoir une mesure précise et absolue, là, ce n'est pas possible. Vous oubliez ça, ça n'existe pas, ça n'existe plus depuis au moins 2012 et l'arrivée du Not Provided. Donc, du coup, on va essayer d'analyser les grandes tendances de l'audience et créer une ventilation marque hors marque. Donc, dans ce cas-là, j'ai pris l'intégralité des mots-clés sur lesquels je pouvais récupérer cette connaissance et ces indicateurs avec différents outils comme SEMrush ou Data Garden, et l'application avec la Search Console pour trouver des volumes. Donc là, on sait que la moitié ou un peu moins de mon trafic est du trafic hors marque, donc du trafic de conquête qui peut générer des ventes indépendamment de la connaissance de la marque et de la noto. Donc, tous ces éléments-là, en fait, il faut vraiment s'y adapter et s'y habituer, puisque la modélisation de la donnée est obligatoire aujourd'hui. On ne peut plus fonctionner autrement que comme ça. Et puis derrière, finalement, sur chaque mot-clé, on va faire un rattachement à une page, puisque le mot-clé est positionné dans Google en 3e grâce à telle page, à telle URL. Donc là, on a catégorisé les pages en fonction de si c'était des pages plutôt sur la gamme femme, la gamme homme, ou la HP, la homepage, ou des pages éditoriales type blog, et ça nous donne une répartition des portions du site, finalement, qui génèrent la meilleure audience. Donc ça nous donne les grandes tendances et la grande visibilité sur l'audience du site. Derrière, évidemment, vous pouvez affiner tout ça et vous allez finalement essayer d'améliorer votre modélisation en retranscrivant cette répartition sur vos jeux de données statistiques. Donc, ça veut dire que ce Not Provided reconstruit, on va aller l'appliquer au niveau de la page grâce à la clé de réconciliation qui va être l'URL, donc la landing page, la page
par laquelle l'internaute arrive sur le site, et on va reconstituer la donnée avec un outil comme Google Analytics, par exemple, modulo la déperdition qu'on va avoir avec la RGPD. Donc, de toute façon, vous voyez, la modélisation et la reconstruction de la donnée, elle est obligatoire. On est obligé de simuler et de reconstruire le trafic à tous les niveaux aujourd'hui pour essayer de comprendre de la manière la plus fiable possible comment on fonctionne. Alors, ce n'est pas très compliqué dans l'absolu. Ça peut avoir l'air compliqué comme ça, mais finalement, c'est une succession de règles de 3. C'est-à-dire qu'on va appliquer ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas. Donc, règle de 3. Et ensuite, on va nourrir tout ça et l'améliorer en prenant les données qui sont liées à la page. Donc, j'ai reconstruit mon node provided. Je sais que j'ai X clics qui sont générés par le mot-clé bootspam qui est positionné grâce à mon URL bootspam. Jusque-là, rien de plus logique. Mais je sais aussi que cette URL-là, il y a 2 autres mots-clés qui apportent de la visibilité via cette page-là. Et du coup, je vais reproduire finalement la ventilation que j'ai pu détecter avec mes données de Search Console et l'appliquer à mon Traffic Analytics pour donner une consolidation et finalement améliorer la donnée qu'on a aujourd'hui. Ça comporte plein de biais, c'est pas parfait, mais encore une fois, la plupart des outils fonctionnent comme ça aujourd'hui et permettent finalement de comprendre comment est réparti et comment est ventilé l'URL. Et plus vous comprenez ce fonctionnement-là, meilleure la connaissance de votre site est, et ça vous permet de prendre les bonnes décisions stratégiques derrière. Donc, la dernière étape de cette stratégie de data SEO, finalement, c'est d'enrichir vos jeux de données. Ça peut être dynamisé avec de la data first party qui va venir soit de votre CRM, de notions de marge, de notions de priorité, soit tout simplement vos priorités d'un point de vue parti pris stratégique. Je veux que tous les produits de tel rayon soient en priorité 1. Alors, vu que tous ces produits sont en priorité 1, j'applique la priorité 1 à toutes les URL concernées par ces produits. Un produit à une fiche produit, donc à une URL. Et cette URL-là est positionnée via X mots-clés, donc ces mots-clés-là deviennent des priorités 1. C'est un jeu de dépendance qui fait que derrière, vous pouvez prioriser vos mots-clés et donc vos volumes de trafic existants ou potentiels, puisque derrière, vous pouvez évidemment calculer des projections sur la base de ce que vous obtiendriez si vous passiez de la 3e à la 1re position, à condition évidemment que ce soit faisable. Donc, toutes ces stratégies, elles doivent vous permettre de prioriser vos efforts pour la création de contenu, qui est vraiment parfois très difficile à mettre en œuvre chez les acteurs du B2B, mais plus vous avez une connaissance affinée de ça, plus quelque part votre ciblage sera pertinent et dirigé vers les bonnes thématiques. Puis, comme on va le voir juste après, les thématiques, en fait, on va les défoncer à 100% et on va les creuser intégralement, puisque quand on parle de contenu SEO, que ce soit pour le B2B ou le B2C, il y a forcément des choix éditoriaux qui vont se poser. Et comme je le disais tout à l'heure, on est sur un canal, le SEO, qui est un canal à audience large. Donc, on va devoir, bien sûr, comprendre les intentions de recherche, mais aussi cibler un petit peu large et faire un peu de la pêche au chalut. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la conférence. On va élaborer un peu le discours. Donc, quand on repart des intentions de recherche, on doit impérativement prendre en compte le fonctionnement de Google, qui a pour but prioritaire de répondre de la meilleure manière au plus grand nombre. Donc, selon les résultats qui vont être formulés, les résultats, ils n'auront pas la même apparence et ça ne va pas être la même typologie de résultats. Vous allez avoir du paid, du lien sponsorisé ou du Google Product Listing Ads sur la droite, avec ou sans image. Vous allez avoir du SEO, là aussi avec ou sans image. Et puis, vous allez avoir ce qu'on appelle des PAA, des People Also Ask, des questions les plus fréquentes qui sont posées et qui vont permettre à Google de mieux comprendre un petit peu la requête. D'autant que vous allez le voir sur ce type de résultats, vous allez avoir autant des résultats présentés par Google qui relèvent de Wikipédia et de la définition de ce que c'est qu'un extincteur, en l'occurrence, mais ça va aller jusqu'à un mode d'emploi vidéo de comment utiliser un extincteur à CO2 sur un feu. Donc là, clairement, Google, sur un mot-clé comme extincteur, il ne sait pas exactement ce que l'internaute veut. Donc, c'est particulièrement nécessaire d'analyser votre secteur d'activité, de comprendre ce que Google propose sur les différents mots-clés. Et en fait, derrière, nous, on va proposer les stratégies de contenu qui sont les plus adaptées. Au final, notre retour d'expérience sur toutes les stratégies B2B qu'on peut mener avec nos clients, c'est qu'il y a vraiment 2 grands types de stratégies qui s'opposent et qui se complètent d'une certaine manière. La première, c'est vraiment la notion de B2B que j'appellerais hyper technique ou de niche. Là, vraiment, finalement, on va se retrouver dans un contexte où plus vos produits, ils ont une utilisation exclusivement dédiée à un corps de métier ou à un type bien spécifique de produit ou de service, plus ça sera facile et possible d'identifier des requêtes hyper ciblées et efficaces.
Donc, des requêtes comme corps de palier, comme marquage laser sur carbure, comme joint torique haute température. Tout ça, ça s'adresse à un public très spécifique et de manière fort probable, hein, à vos prospects ou à vos clients potentiels, quoi. Donc, c'est vraiment de la niche et c'est du domaine d'activité bien particulier. Il y a moins de chances dans ces cas-là de générer un trafic non qualifié. Tout l'enjeu, ça va être d'avoir une stratégie de ciblage SEO qui élargit au maximum la requête qu'on cible, tout en restant dans ce périmètre de niche. Par exemple, si on passe de marquage laser sur carbure à marquage laser, ça reste estampillé pro, hein. Quand vous tapez marquage laser dans Google, il suffit de regarder les résultats, vous avez quasiment que des acteurs B2B. Donc, Google comprend encore, et il n'y a pas finalement de réelle demande B2C, donc ça reste bien ciblé. Par exemple, par contre, à contrario, si on part de joint torique haute température à joint torique, là, par contre, l'élargissement, il est beaucoup plus fort. Et on va attirer une cible beaucoup plus grand public. Les anciennes GMB, elles vont être visibles sur Google. Et du coup, elles vont occuper de la couverture de visibilité, ainsi que des pure players ou des marketplaces du secteur bricolage type Mano Mano. Donc la fenêtre de tir B2B seulement, B2B only, elle va se refermer petit à petit selon les secteurs d'activité. Donc c'est particulièrement important de comprendre les différentes possibilités que vous avez sur les différentes thématiques que vous traitez pour savoir sur quel thème on va pouvoir élargir et celles sur lesquelles on ne va pas pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ces requêtes éditoriales, on va ajouter des requêtes encore plus ciblées, encore plus techniques. Ceux qui ont assisté à la conférence juste avant ont entendu parler de long train, hein. C'est vraiment le concept de se dire que l'intégralité du back catalogue va générer potentiellement plus d'audience rassemblée que les top mots-clés. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre ce qu'il y a dans l'iceberg et la partie immergée. Pourquoi? Parce qu'en B2B, vous allez potentiellement avoir des recherches qui sont faites directement sur les références produits, qui vont être parfois des suites de lettres ou de nombres qui ne sont pas intelligibles pour le grand public, des WU105, des 2C-07D ou des choses comme ça, qui peuvent être utilisées par les professionnels qui vont être en quête d'un produit bien spécifique, bien précis. C'est une pratique qui est valable en B2C également, hein. Si on prend les exemples des téléviseurs, les téléviseurs Samsung avec des références imbitables, moi, je sais que parfois, je recherche comme ça. Quand je vois un téléviseur, je recopie le truc dans le magasin et puis je le cherche sur mon téléphone en même temps pour essayer de trouver le modèle parce qu'il y en a 250. Donc, c'est le même type de comportement, mais sur le B2B, c'est particulièrement accru. Et tout ça, vous n'allez pas pouvoir le voir dans les outils SEO parce que souvent, ils atteignent leur limite. Le fameux search volume dont je parlais tout à l'heure, souvent, il est à zéro en fait, sur ces mots-clés-là et c'est en dessous du radar de ce que sont capables de comprendre les outils grand public. Donc pour ça, il y a différentes manières de faire, hein. Soit vous le faites au bon sens en vous disant mes références produits, je sais que c'est celle-là, celle-là, celle-là qui sont prioritaires. Soit vous hackez un peu le truc en passant par des analyses du moteur de recherche interne, par exemple, qui est présent sur votre site ou sur votre catalogue en ligne. Et puis vous allez analyser quelles sont les requêtes internes les plus demandées. Et vous pouvez faire pareil avec l'analyse des données qui ressortent de votre chatbot, ou alors partir sur du plus humain et passer par vos équipes commerciales, quelles que soient la manière dont elles sont organisées, pour récupérer des données qui viennent du terrain et les utiliser en digital derrière. Le deuxième cas qui s'oppose un petit peu aux techniques, c'est le B2B que j'appelle le décliné du B2C. C'est-à-dire que ce sont des services ou des produits qui existent à la fois en B2B et en version grand public. Donc, c'est un B2B décliné du B2C ou l'inverse. Il y a aussi des produits pro qui sont désormais accessibles à tous, coucou Makita et compagnie. Donc, dans ces cas-là, même si les modes d'utilisation des produits in fine ou les volumes ne sont pas les mêmes, vous devrez de toute manière adopter les codes du B2C dans votre stratégie SEO. Vous n'avez pas le choix. En fait, vous êtes obligé de faire de la pêche au chalut dans ces cas-là, si vous voulez de la croissance. Mais après, ça, vous pouvez aussi vous contenter de vos clients existants, et dans ce cas-là, vous n'avez pas à m'écouter. Donc, en raison des niveaux de concurrence, forcément, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez être opposé à des retailers, à des Amazon et compagnie, et du coup, forcément, jouer dans un bac à sable beaucoup plus grand, et la mer est grande. Donc, du coup, on est sur du service, sur du produit, ça va être exactement le même type de comportement à avoir. Je vous donne un exemple de cette pêche au chalut et de comment on peut finalement voir les choses si on parle de stratégie de marketing digital. Souvent, si on exploite un petit peu une thématique comme la piscine à coque, par exemple, c'est-à-dire les coques de piscine, voilà, si on a un acteur qui fabrique ce genre de produits et qui ne les vend qu'à des installateurs, par exemple,
on est quand même sur des mots-clés qui génèrent beaucoup de volume, mais qui sont des mots-clés principalement B2B et grand public. Donc là où l'audience se trouve, là où le volume se trouve, c'est quand même sur le périmètre B2C. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver à se mettre à la place du novice que tout le monde a été un jour et finalement d'arriver à comprendre que le seul moyen de générer une audience supplémentaire, c'est de s'adresser aux pros dans le message de manière différente, mais d'élargir quand même la couverture. Je prends l'exemple très concret. Mon installateur, donc moi j'installe des piscines coques et je cherche un fournisseur idéal. Déjà, soit j'ai déjà mon fournisseur, donc je ne vais pas forcément changer, soit je vais changer pour un autre fournisseur que je connais parce que je connais bien mon domaine d'activité, soit je veux vraiment remettre en cause l'intégralité de mon activité, ou alors je démarre et je ne connais pas forcément très bien les différents fabricants. Donc, dans ces cas-là, je vais me poser des questions de quelles sont les piscines coques les plus solides, les plus fiables, les moins chères, comment optimiser mes coûts. Voilà, quand on est un pro, comment dire pas cher? Pas cher, en fait. Donc, du coup, c'est le même type de requête que potentiellement l'installateur va utiliser. Ou alors, on va parler de couverture de marque et de connaissance des différentes marques. Et dans ce cas-là, on est plus sur du marketing de la notoriété, où on va essayer d'être plus visible par sa marque. Et pour être plus visible par sa marque, il faut être visible du grand public d'une certaine manière. Il faut aussi comprendre que l'installateur, il a des clients qui sont monsieur tout le monde et qui peuvent aussi être prescripteurs et qui peuvent aussi, par le bouche à oreille, parler d'une innovation, d'une nouveauté, d'un nouveau type de piscine. Et en fait, plus vous êtes connu et plus vous êtes visible, plus votre installateur il va être exposé à votre marque et du coup, plus il va être potentiellement amené à rechercher ce type de mots-clés-là et du coup, à potentiellement générer du business pour vous. En parallèle de ça, il faut bien comprendre que vous devez aussi avoir une marque qui soit visible et forte et qui soit facilement identifiable. Dans le B2B, vous avez plein de boîtes qui s'appellent AC2G, M2FA ou des choses comme ça. Vous savez que vous vous exposez potentiellement à de la double visibilité. Coucou Cuisine Aviva, Assurance Aviva. Comment on fait le distinguo, AC2G ou GPF ou GMF, etc. Il peut y avoir différentes boîtes qui ont le même nom. Il peut y avoir des acronymes qui sont utilisés par des institutions. Donc en fait, l'important, quand on veut travailler son développement de marque, c'est de s'assurer de finalement ce que Google connaît de cette marque-là. Parfois, on a des surprises. Parfois, on a des choses qui sont complètement hors thématique, mais qui peuvent vous occuper une forte couverture de visibilité. Donc, vous l'aurez compris, vraiment, le contenu, c'est un petit peu le point critique dans le B2B. C'est vraiment l'argumentaire qu'on a le plus de mal à déployer. Il y a beaucoup de verrous psychologiques à faire sauter. C'est trop souvent mis de côté. Maintenant, quand on a bien compris ces éléments-là, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un socle technique nécessaire à respecter. Parfois, il y a des spécificités qui sont à comprendre. Et nous, aujourd'hui, on va voir un petit peu déjà les basiques de ce que c'est que la technique pour le SEO. Et puis, on verra quelques spécificités vraiment propres au B2B. Donc, rapidement, pour que vous compreniez bien, pour ceux qui n'ont pas les bases du fonctionnement de Google, on est sur un fonctionnement en 3 temps. Je crawl les pages d'un site, je lis le contenu du code source, j'indexe, je stocke les différentes pages en les classifiant par thématique, je fais passer mon algorithme pour comprendre quelles sont les pages les plus pertinentes et je les mets en valeur dans mon résultat. Donc, tout ça, c'est tout un ensemble de critères que je ne vais pas forcément détailler, mais qui sont basés sur des éléments comme les URL, une URL propre, un balisage HTML conforme pour que les bots puissent le crawler, les pages d'erreur à limiter, une compatibilité mobile, les temps de chargement, une gestion linguistique bien étanche entre chaque ciblage, etc. Tout ça, c'est les basiques. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objet, on va vraiment essayer de se focuser sur le B2B, mais tous ces éléments-là, nous, évidemment, on les structure dans nos offres et on fait en sorte de vérifier tous les points de contrôle du SEO. Maintenant, on a des éléments spécifiques au B2B qui sont des actions techniques. Un des points qu'on voit souvent, c'est la mise à disposition de l'intégralité du catalogue produit, par exemple. Dans les catalogues B2B, souvent, et notamment dans l'industrie, on voit parfois des catalogues de milliers et de milliers de références. Et comme on l'a vu, les noms ils peuvent être peu évocateurs, mais par contre, ils peuvent vous générer des visites, certes peu volumineuses, mais avec un taux de conversion unitaire qui peut être fort. Donc, c'est indispensable de ne pas construire l'accès à ces produits exclusivement via des moteurs de recherche internes qui ne sont pas crawlables par Google, justement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas que je montre ici, où on va faire une recherche plain text comme ça et chercher un produit avec un filtrage derrière, ça, Google, il n'est pas capable en fait, de faire ça. Il ne va pas aller chercher un mot-clé et recréer des pages à partir de ça.
Donc, ça veut dire que l'action, ça va être de créer une arborescence descendante qui soit lisible par Google, de catégoriser la navigation de la manière la plus précise et priorisée possible, et derrière de configurer des optimisations dynamiques pour chacune des pages, avec un workflow de redirection s'il y a un cycle de vie de produits, des produits qui sortent du stock ou qui rentrent. Donc vraiment, voilà, proposer finalement des pages qui soient construites sur vos priorités produits et qui s'assurent de traiter tout votre catalogue de manière exhaustive. Sinon, on est dans le étanche à Google et du coup, ça ne fonctionne pas. De la même manière, un petit peu en termes d'accès au contenu, il faut aussi se dire que parfois, certains acteurs du B2B ont tendance à bloquer l'accès au contenu. Alors, ce n'est pas que spécifique au B2B, hein, les paywalls sur les sites de presse, je pense que tout le monde y a déjà été confronté et s'est énervé sur ça. C'est particulièrement prégnant ces dernières années. Mais dans le B2B, on a aussi des contenus qui sont très forts. Nous, on l'a eu avec un célèbre chocolatier qui proposait tout un ensemble de recettes de cuisine ou de pratiques, un contenu super riche, mais qui pour autant n'était pas visible pour l'internaute final parce que derrière, un accès, login, mot de passe, accessible uniquement aux pros. Bon, vous vous adressez aux pros, mais finalement, vous vous adressez aux pros uniquement s'ils vous connaissent déjà, qui ont déjà créé un compte et qui du coup ne peuvent pas finalement vous découvrir de cette manière-là. Je fais juste une petite pause pour regarder les questions. J'ai pas compris la question de Valérie sur la liseuse. Je suis désolé, j'ai pas compris. Obtenir des informations venant d'autres moteurs de recherche autres que la Search Console. Oui, après, on est sur un environnement du search aujourd'hui où 90 à 95% de la recherche, c'est Google. Maintenant, vous avez un Bing Webmaster Tools qui fait pareil, plus ou moins. Et puis, vous avez des outils aussi sur Baidu et sur Yandex qui permettent de le faire si vous parlez chinois ou Calameo, d'accord, oui, j'ai mieux compris. Ok, donc oui, effectivement, Valérie, les outils comme Calameo qui font du page turner ou des choses comme ça, Google, il est rarement capable de les lire. Hein. Donc, effectivement, les catalogues qui ne sont pas reconstruits comme ça avec des pages HTML clairement lisibles, ça, vous n'avez pas de visibilité possible, en fait. Dans la plupart des cas. Après, je ne connais pas toutes les technos, mais Calameo, en l'occurrence, la plupart de ceux que j'ai vus, c'était clairement pas crawlable et pas indexable. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut vous assurer finalement que le contenu à valeur ajoutée que vous allez vouloir présenter à Google comme étant une preuve de votre expertise sur un domaine d'activité donnée, il faut qu'ils soient en mesure de le lire tout simplement. Donc ouverture autant que possible et quitte à fonctionner comme les sites de presse, à fournir une portion du contenu et à masquer la suite et de déterminer quels sont les éléments qui suffisent à générer des pages visibles sur Google, etc. etc. Mais tout ça, il faut le construire et le penser de manière aussi un peu grand public. Donc voilà, ça c'est étanche à Google de la même manière que ce que je présentais juste avant. Après, il y a un autre point qu'il faut comprendre. Hein. Si vous avez des catalogues volumineux, vous allez aussi avoir potentiellement beaucoup trop de pages avec un niveau de différenciation entre les pages qui va être très faible. Vous allez potentiellement avoir des types de conditionnements qui vont générer des produits différents chez vous. Les vis de 30 par, je vais dire une connerie là, de 30 mm par un diamètre de temps, que vous avez en conditionnement par 10, par 20, par 100, par 50, etc., et qui vont générer autant de produits, la différenciation éditoriale entre les produits ne va pas être suffisamment forte pour que Google attribue de la valeur à chacune d'entre elles. Donc il faut aussi savoir regrouper certains types de produits et créer des super produits quelque part, ou des produits qui vont avoir des déclinaisons de poids, de conditionnement, de taille, etc., pour faire en sorte de n'avoir qu'une seule URL pour tout cet ensemble-là, optimisé sur vis à bois ou vis à bois 10 par 30 à la rigueur, mais pas forcément sur le conditionnement. Donc, il faut arriver à savoir ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'un produit par rapport à un autre et ce qui relève de l'attribut que vous n'allez pas rendre forcément visible pour Google, type la couleur parfois ou le type de packaging. Là, les outils qui permettent d'analyser le contenu dupliqué, il n'y en a pas 50, mais moi, celui que je préfère finalement, c'est tout simplement Screaming Frog ou n'importe quel crawler, puisqu'il va vous permettre de voir les similitudes dans les titles. Après, les similitudes de contenu ou de volume de contenu, des outils comme Screaming Frog vous le font en masse, donc c'est plutôt avantageux. Après, quand on est sur de la duplication éditoriale technique comme ça, c'est le plus simple, je trouve. Maintenant, vous pouvez utiliser d'autres outils qui vous permettent de faire de l'analyse plus de copy, des copyscape ou des choses comme ça, mais là, on est plus sur du plagiat, en gros. Donc voilà, oui, les liseuses, plutôt en complément, oui, plutôt en additionnel pour l'UX, encore que l'UX de ces outils-là, personnellement, moi, elle reste à débattre, hein, mais par rapport à un site bien fait, je ne suis pas totalement sûr. Donc voilà pour ces éléments-là.
Après, il faut aussi comprendre que dans vos optimisations et dans vos balises title ou dans la présentation de vos pages, vous allez aussi pouvoir potentiellement ajuster votre vocabulaire et le présenter de manière différente. Par exemple, sur du B2C, un cylindre de porte, on va peut-être plus mettre en valeur des optimisations de type au meilleur prix. En B2B, on peut aussi faire remonter des informations qui sont dans la page, comme le nombre de références, la disponibilité. Vous pouvez aussi créer des tableaux. Alors, je sais que sur les sites web, c'est plus la mode des tableaux, mais parfois, Google va remonter ce type d'informations-là, comme on le voit là sur la droite, et récupérer ces infos parce qu'il considère que ces internautes ont une préférence pour ce type de résultat-là. Là où en B2C, on va plus avoir des avis clients, en B2B, on va plus avoir des listes de produits ou des volumes de référence et de la disponibilité. Donc ça, c'est cette méthode d'optimisation, on peut la moduler et l'ajuster un petit peu en fonction de votre stratégie. Donc, on a beaucoup parlé de contenu, on a un petit peu parlé de technique. Maintenant, qu'est-ce qui est spécifique sur le troisième levier du SEO, qui est le netlinking finalement, et qui est intimement lié à la popularité de la marque? On va voir ça tout de suite. Ah oui, pour Pascal, les listes remontent sur des données structurées, pas forcément. Ça veut dire que utiliser les données structurées pour obtenir des rich snippets, c'est toujours une bonne pratique. Donc, ce que j'appelle les données structurées, c'est ce que vous trouvez dans schema.org, qui vous permet d'avoir un nommage HTML optimisé. Maintenant, vous allez pas toujours avoir besoin de ça pour que Google vous récupère des informations dans la page. Plus vous structurez, plus vous augmentez les chances, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et parfois, vous faites n'importe quoi dans votre code HTML et Google va quand même les récupérer. Souvent, c'est quand même la qualité du contenu et la pertinence du contenu qui va déterminer la capacité de Google à aller chercher et la volonté robotique de Google à aller chercher des informations complémentaires sur votre page. Donc, je reviens à mes moutons du netlinking. Déjà, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et notamment le concept de link juice, c'est-à-dire de puissance finalement. On a des conférences qui ont lieu pendant les Marketing Digital Days sur le sujet, donc je vulgarise assez rapidement. Le link juice, c'est de la puissance qui vient de l'extérieur et qui apporte de la force à votre site web. Comment ça fonctionne? Si un blog parle de créer des cartes à planter et va dans son contenu utiliser sur le mot-clé perceuse-visseuse un lien vers le site de Castorama, par exemple, vers une page qui parle de perceuse visseuse, alors, schématiquement, c'est censé faire remonter cette page-là qui reçoit le lien plus haut dans les résultats de Google. Ça, c'est le schéma vraiment basico-basique du fonctionnement du netlinking sur Google. C'est un peu plus complexe que ça, voire beaucoup plus complexe que ça, mais le schéma algorithmique du fonctionnement de Google depuis les origines, c'est ça. Donc, en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire parler de soi et faire en sorte qu'on parle tellement de soi qu'on envoie des liens vers chez vous. Et ça apporte de la puissance au site web. Donc, de la même manière que la rédaction de contenu peut être compliquée à faire passer pour des acteurs B2B, parce qu'on a un peu l'impression de produire du contenu presque de manière inutile ou gratuitement pour finalement un volume d'audience qui va être assez réduit. De la même manière, on va avoir de la peine avec les acteurs B2B à faire développer ce volume de liens externes parce que les actions web marketing sont moins fréquentes, souvent de moindre envergure aussi par rapport à des acteurs B2C. Et ça engendre quoi? Ça engendre que les acteurs B2B les plus connus du grand public, c'est bien souvent ceux qui possèdent aussi une activité B2C. Ou alors une présence physique offline assez forte avec des magasins assez visibles et qui, du coup, bizarrement, ont un meilleur potentiel en SEO. Donc, il n'y a pas de secret, en fait. Plus votre marque est connue, plus vous avez de chances que ça performe en SEO. Ça, c'est mathématique et indiscutable. Donc, c'est QFD. Donc, le plus efficace, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'essayer d'adopter les codes des mécaniques web marketing B2C aux acteurs B2B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégralité des démarches que vous allez faire vers l'extérieur doivent faire l'objet d'une prise en compte de l'importance du netlinking pour votre visibilité Google. Qu'est-ce que j'appelle démarche vers l'extérieur? Les relations de partenariat, les salons professionnels, les relations avec vos fournisseurs, avec vos clients, etc., les registres pro, les syndicats professionnels. Tous les gens qui travaillent avec vous peuvent devenir d'une certaine manière des ambassadeurs de votre marque. Ambassadeur, c'est un terme purement B2C pour le coup, mais ça marche pour tout le monde en fait, de la même manière. Donc, pas particulièrement important de le faire. Alors, j'en profite pour répondre à Nicolas. Pour un site B2B non e-commerce où il n'y a pas de catalogue produit,
Oui, des articles de blog, ça peut être un levier super intéressant puisque ça vous permet de montrer votre activité. C'est typiquement le genre d'action qui permet de se montrer sur un secteur d'activité. Et oui, là encore, ça va toucher d'autres gens que votre cible. Mais vous vous êtes montré d'une certaine manière, vous avez reproduit artificiellement un argumentaire commercial que vous allez fournir par ailleurs en offline. Donc, autant le faire de la même manière. Pour les services, hein, c'est exactement la même chose. Enfin, on peut très bien proposer un catalogue de services. Là, c'est pas parce que c'est pas un produit qu'on peut pas présenter l'intégralité des choses qu'on fait pour l'intégralité des secteurs d'activité. J'ai beaucoup travaillé à une époque pour un fournisseur d'écrans géants, qui étaient des écrans géants pour les stades ou ce genre de choses. Je sais que je lui avais fait une grosse reco qui allait dans ce sens-là. Tu fais des écrans pour les stades, et bah, tu présentes l'intégralité des stades sur lesquels tu as équipé des écrans. Voilà. Et en fait, ça permet tout simplement de se montrer et de proposer de la visibilité. Et demain, le pro qui a une salle de spectacle ou je ne sais quoi et qui va au stade machin et qui dit que l'écran, ouais, il est cool, il ne va pas faire une recherche spécifique B2B, hein, il va dire c'est quoi l'écran du Groupama Stadium ou je ne sais quoi. Et en fait, de but en blanc, il va finir par trouver ça. On est sur de la niche, hein, mais il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire parler de vous partout où vous pouvez le faire de toute manière. Donc, trouver ces ambassadeurs-là et les exploiter et faire comprendre à l'intégralité de vos services en interne comment ça fonctionne. Les slides que je vous présente là, c'est des slides que moi, qu'il m'est arrivé de présenter chez des clients auprès de différents services qui n'avaient rien à voir avec le digital marketing, mais qui potentiellement pouvaient avoir des relations à l'extérieur et du coup comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment, moi j'appelle vraiment ça de l'évangélisation SEO, parce que les acteurs du B2B qui fonctionnent et qui comprennent ça ont forcément un pouvoir accru. Et encore une fois, les acteurs mix B2B, B2C ont forcément des services marketing digitaux qui comprennent ces enjeux-là et qui du coup les appliquent à la fois aux pros et à la fois aux particuliers. Donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin, hein. On peut aller sur de l'échange, proposer des échanges avec les clients finaux, qui sont les clients de vos clients. On peut très bien se montrer à ces publics-là de diverses manières, hein, que ce soit sur de la recommandation ou autre. Donc, je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autres questions. Alors ça, c'est terminé. Ça, c'est bon. Quelle est la valeur d'un lien venant d'une image comparativement à un lien inséré dans un article textuel? Alors, ça, c'est une bonne question de la part de Romain, parce que effectivement, Google n'est pas capable de tout comprendre. Donc, il faut bien comprendre que les liens, ils sont faits sur du code HTML. Donc, évidemment, le mot sur lequel est posé le lien, j'ai montré l'exemple de perceuse visseuse tout à l'heure, à Google, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que mon site A donne à mon site B de la valeur sur le terme perceuse visseuse. Donc, mathématiquement, je remonte sur perceuse visseuse. Quand on est sur une image, il n'y a pas de mot. Donc, le seul moyen de faire, c'est d'avoir un attribut alt sur cette image dans le code source qui reprenne ce mot, puisque comme ça, l'intégralité du code va être pris comme source du lien. Et du coup, c'est l'attribut alt qui va servir d'encre. Ce qu'on appelle l'encre, c'est le mot sur lequel est posé le lien. Donc, voilà, merci pour la question, elle était très bonne. Donc, voilà, donc, au final, alors, quel impact du Search On 2022? Ah, Baptiste, c'est une bonne question, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Le Search On, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sur. Alors, j'ai plus le terme exact en tête, je l'ai perdu là tout de suite. C'est pas de la recherche universelle, c'est de la recherche globalisée ou je ne sais plus quoi, qui, en gros, permet à Google de fournir tout un ensemble d'éléments divers, de l'image, de la vidéo, etc. Pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'on ne l'a pas vu, on n'a pas pu le tester, donc on ne sait pas exactement quel est le périmètre. Mais très certainement que de toute manière, ça va engendrer, encore une fois, moins de technicité nécessaire, mais par contre plus de compréhension du besoin final et de l'intention finale de votre internaute cible. De toute manière, hein, c'est ça le cœur du sujet en SEO aujourd'hui, c'est comment on comprend ce que veut ma cible au final et comment on lui propose le média ou les contenus les plus adaptés à tout ça. On me demande qu'est-ce que je pense des liens NF sur annuaire local pour la visibilité locale d'un site B2C. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Sur annuaire local. Bon, je suis désolé, je ne comprends pas la question, mais les liens sur les annuaires locaux, de toute manière, ils augmentent la visibilité locale. En fait, encore une fois, à partir du moment où on parle de vous sur un espace, que ce soit un annuaire ou autre, et que Google est capable de le voir,
c'est forcément positif. Maintenant, tous les liens ne sont pas visibles par Google, donc à voir, il y a des outils qui ne sont pas crawlables et pas indexables par Google. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai fait un peu comme j'ai pu avec ce que j'ai compris. Sako qui nous demande quels sont les tips SEO hors contenu pour un site qui a deux audiences, B2C et B2B, afin d'équilibrer le trafic. Ça, de toute manière, c'est plus des questions du X. Hein. Si vous avez un trafic double, quelque part, c'est comment vous, quand vous avez acquis l'audience, quand vous avez généré de l'acquisition, comment vous allez derrière le réorienter. Ça peut être tout simplement du marketing avec de la pose de bannières. Est-ce que vous êtes plutôt, un particulier ou un pro? Donc, c'est la question, c'est comment on engage l'internaute une fois qu'on l'a acquis, si je comprends bien. Mais pour les stratégies, si vous êtes sur les mêmes mots-clés pour deux publics différents, il faut être visible sur Google, qui est un espace, et il n'y a pas un Google B2B. Donc, de toute manière, vous allez acquérir le trafic au même endroit, le faire venir, et ensuite faire en sorte de l'engager pour potentiellement le requalifier et l'embaser et le traiter différemment. En fait, la question, c'est comment on embase et comment on traite les publics de la meilleure manière. Donc voilà. Pour le nofollow, Pascal, le nofollow, Google, en théorie, ne le suit pas. Maintenant, il arrive que les liens nofollow puissent avoir du link juice quand même. Donc, c'est un éternel débat SEO. Est-ce qu'il faut mettre nofollow? Normalement, les liens, quand ils sont faits de manière artificielle, comme on dit, ils sont censés avoir du nofollow. En théorie, nous, on recherche surtout des liens dofollow, c'est-à-dire qui n'ont pas cette petite mention. Donc voilà, donc pour conclure, je pourrais prendre peut-être une ou deux questions, il me reste quelques minutes si besoin. On va vraiment dire qu'il y a plein de similitudes entre les stratégies SEO B2B et B2C. Moi, j'ai un parti pris assez fort qui consiste à dire que toutes les mécaniques du B2C, elles sont reproductibles en B2B et elles peuvent avoir de l'impact. Par contre, il y a beaucoup de verrous psychologiques chez les annonceurs B2B et beaucoup de difficultés. Quelqu'un posait une question de comment on convainc en interne de mettre en place ce type d'action, sachant qu'on ne sera pas sûr de pouvoir générer un ROI assez fort. En fait, c'est simple, si vous ne le faites pas, il y aura zéro de toute manière. Donc, à un moment donné, c'est comment on génère de la croissance. Alors, c'est sûr, la transition digitale, elle n'est pas faite dans toutes les boîtes. Tout le monde ne comprend pas les enjeux, mais il n'y a rien d'autre que le benchmark, la comparaison et la mise en pratique et l'explication et la vulgarisation qui permet de convaincre sur ces sujets-là. Et ce qu'on vous présente, nous, c'est un point de vue d'expert qui utilise Google au quotidien pour tout un ensemble de stratégies. On vous fait un retour d'expérience le plus expert possible. Maintenant, on n'a pas les solutions à tout, et les solutions, elles doivent aussi venir des annonceurs qui vont proposer des nouvelles choses, et il faut tester, en fait, puisqu'on en apprend tous les jours sur ces secteurs-là. Donc, voilà, il faut bien comprendre les problématiques de vos cibles et essayer de les retranscrire de la meilleure manière et de vous montrer au mieux possible. Bon, après, je vais pas répondre à toutes les questions sur le netlinking, vous pourrez les poser à Quentin, mais bon, je réponds juste à celle-là parce qu'elle est drôle, mais est-ce qu'il faut désavouer les mauvais backlinks? Ça dépend. Ça dépend s'ils sont vraiment mauvais ou pas. Est-ce qu'ils peuvent vraiment vous faire du mal ou pas? Google, aujourd'hui, les mauvais backlinks, comme vous dites, ils les ignorent, en fait. Donc, de toute manière, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose, à part à faire une sorte de profession de foi et de dire je reconnais que j'ai fait des mauvaises choses, mais si vous commencez à désavouer, où est-ce que vous vous arrêtez, quoi? Donc, bon, attention à ça. Et pour les pages bloquées par un paywall, est-ce que c'est intéressant de les ouvrir pour le user agent Google? Alors non, ça c'est plutôt interdit, ça, Richard. Je suis navré, mais ce que vous proposez à Google, l'internaute doit le voir. Ça, c'est par contre, vous prenez des risques si vous faites ça. Donc attention. Alors, est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur le SEO? Alors généralement, non, puisque la plupart du temps, Google n'est pas capable de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça dépend de quel réseau social on parle. Il y a des réseaux comme Pinterest où les pages sont crawlables et indexables, et bon, c'est des liens nofollow, mais ça reste quand même de la mention, ça reste quand même de la possibilité pour l'internaute de voir votre marque. Donc, au pire des cas, il y a un impact indirect de toute manière puisqu'on parle de vous, donc potentiellement vous êtes plus visible, et du coup, requête de marque, etc. Mais dans l'absolu, l'impact, il est assez limité. Il y a eu des tentatives de partenariat entre Twitter et Google à une époque. Il y avait même des tweets qui s'affichaient dans Google et qui permettaient de voir l'audience. On a fait pas mal de tests à l'époque de Google Plus aussi, qui était un réseau social, et qui permettait d'avoir un petit peu de progression à court terme. Et sur les réseaux, en fait, Google essaye de détecter les signaux sociaux qui viennent des réseaux, mais ils ont beaucoup de mal à utiliser ça. Donc aujourd'hui, ils parient quand même plus sur l'intelligence artificielle pour détecter les signaux utilisateurs et les signaux de contexte
que les réseaux sociaux où en fait, c'est des datas qui ont énormément de bruit. Entre les commentaires et la qualité de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et la capacité d'analyse, ça reste très compliqué. Et d'ailleurs, on voit que les Facebook, les Twitter sont moins performants en IA que Google. Donc, aujourd'hui, ils ont tendance à pas trop le faire. Maintenant, on n'a pas de certitude absolue là-dessus. J'ai tendance à dire non, personnellement. Mais bon, c'est un avis perso. Ok, allez, une petite dernière que je prends de Nicolas. Les avis Google Business ont-ils un impact sur le SEO du site web? Alors, oui, d'une certaine manière, puisque si vous avez beaucoup d'avis et de bonne qualité, vous allez avoir tendance, alors ce n'est pas le seul indicateur, il y a quand même la proximité géographique qui est indubitablement le cœur du truc, mais si vous avez beaucoup d'avis positifs sur votre marque, en fait, ça va faire remonter dans Google My Business, donc vous allez potentiellement être plus visible sur ce que j'appelle votre reach SEO, donc votre capacité à générer de la couverture. Donc oui, indirectement, ça peut générer du positif plus sur l'audience du reach SEO que sur vraiment le positionnement dans les autres résultats. Même si, bon, ça c'est encore un peu difficile à dire et ça dépend des secteurs aussi. Ok, allez, je vais conclure. Merci de m'avoir écouté sur ce sujet-là. Je vois qu'il y a plein de questions, c'est super cool. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger nos livres blancs, nos différentes publications, ou tout simplement à nous contacter pour nous évoquer vos stratégies spécifiques, puisque nous, on n'aime rien tant qu'avoir des retours d'expérience différents et de nouvelles stratégies. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par tous les moyens à votre disposition. Et je vais vous remercier. Et puis, bonne continuation pour ceux qui continuent les Marketing Digital Days aujourd'hui, demain et après-demain. Il y a encore plein de belles choses à voir. Merci Alban, et ce sera demain, puisque tu étais donc la dernière conférence de la journée. Donc rendez-vous demain à 10h, dès 10h jusqu'à 16h45. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, on vous a envoyé le lien tout à l'heure, et sinon c'est sur saloon.cloud. Merci Alban, et à Merci toute l'équipe Benoît et merci à Félicité, tous. et à demain. Au revoir.